Et ça, c'est fait. Voilà. Avec Alexandre Marzloff, qui est Data et Tech Manager d'Elevate, et Victor Nguyen Thuong, Manager Data Marketing Elevate. Et alors, eux, ils vont nous parler d'un sujet totalement démodé, qui est le Web3. Donc, je vous laisse vous installer là. Vous avez vos micros déjà branchés et vous parlez bien dedans pour les gens qui... Tellement un monde Web 3. Alors, on entend souvent parler du Web 3.0, abrégé Web 3 ou aussi parfois appelé Web sémantique. Et en fait, pour le définir, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière dans le passé. On a un Web 1.0, la première version du Web qui a été créée en 1989, avec un objectif qui était clair, qui était de faciliter l'accès universel à l'information sur un espace libre, open source. C'est l'époque des premières pages web simples, statiques, auxquelles on peut accéder pour venir consommer du texte, du contenu, de l'information. Très rapidement, ce web il va évoluer avec les avancées technologiques, avec des avancées en termes de réseau, de puissance de calcul, de stockage des données, qui vont permettre en fait l'apparition de nouvelles plateformes. Ces nouvelles plateformes, elles vont permettre du coup au web de devenir non plus statique, mais interactif, interactionnel et communautaire. On va voir apparaître des réseaux sociaux et des services cloud. Et pour autant, cet esprit de web libre, de web open source, il s'est un peu perdu entre le passage du web 1 au web 2. Le web 2.0, il va centraliser les plateformes qui vont du coup monopoliser aussi une grande partie de l'exploitation des données émergentes qui sont faites. On arrive en 2008, et on a l'apparition d'une nouvelle application, la blockchain. Pour la définir très rapidement, donc c'est un registre public, immuable, qui contient de l'information, qui peut être stockée et transmise à l'ensemble des utilisateurs d'un réseau de manière distribuée, de manière décentralisée. L'arrivée de la blockchain, elle va ouvrir la porte en fait à un retour aux fondamentaux du web, à savoir redonner le pouvoir aux internautes en créant ce web libre, ce web décentralisé. Et c'est sous cette dénomination de web décentralisé qu'on entend aujourd'hui le web 3.0. Du coup, le web 3.0, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est imminent. On est déjà en train de vivre cette bascule. Il y a des entreprises et des gouvernements qui lancent des initiatives portées sur le web 3.0. Là où le web 2.0 était plutôt centré sur les communautés, on a un web 3.0 qui, lui, se recentre sur les individus, qui redonne aux individus le contrôle sur le contenu, sur les données qu'ils vont produire, qu'ils vont partager et qu'ils vont de mettre en capacité de monétiser. On a également, côté Web 3.0, de nouvelles applications qui vont émerger. Des applications intelligentes, des applications connectées, des contrats intelligents, des contrats programmatiques, du code, qui vont faire la loi, qui vont régir les manières dont les interfaces vont s'interfacer. On a également du coup des outils basés sur de l'IA, des métavers, et cet ensemble de nouvelles applications vont interagir avec la technologie sous-jacente, la blockchain, pour y lire, y transmettre du contenu et de l'information. D'un point de vue marketing, le Web 2.0 était plutôt basé sur les interactions. En tant qu'utilisateur, quand je visite un site web, on va déposer un cookie dans mon navigateur, on va traquer ma visite, mes clics, et on va être en capacité de me retargeter en fonction des interactions que j'ai pu avoir. Sur le Web 3.0, le marketing sera plutôt basé sur les comportements, la manière dont un utilisateur va interagir avec la blockchain et avec ces nouvelles applications. Alors quand on parle d'utilisateur, on met aussi le doigt sur l'un des plus gros changements qui va s'opérer. Historiquement aujourd'hui, pour s'authentifier sur le Web 2.0, on passe par un ID, un email, un compte. On peut passer aussi par du SSO, s'authentifier avec un compte déjà existant sur une plateforme comme Google, Meta, LinkedIn, c'est Gatekeeper. Demain, sur le Web 3.0, on va s'authentifier avec un portefeuille, un wallet. Ce portefeuille, c'est votre moyen d'accéder à des applications Web 3, et il a également un ID. Cet ID, il est unique, il permet d'identifier le wallet. Mais pour autant, cet ID, il n'est pas personnel, c'est un ID qui est anonyme. Donc, ce wallet, qui est votre porte d'entrée sur le Web 3.0, il n'associe pas forcément votre identité aux interactions que vous allez avoir avec les applications. Alors, on voulait vous matérialiser la manière dont ça se présente, mais en format PDF, le GIF ne passera pas. Donc l'idée, c'est que vous avez aujourd'hui un front-end Web 2 sur lequel vous allez pouvoir vous connecter, qui est un site qui est hébergé sur une plateforme Web 2. Vous pouvez y accéder depuis votre navigateur. Et lorsque vous allez essayer de vous y connecter, on va vous demander de connecter votre wallet. Au moment où vous faites ce choix, le site est en capacité du coup d'aller lire les informations d'un back-end Web3 sur la blockchain pour y récupérer les informations de votre wallet. Et du coup, vous donnez la capacité d'interagir avec la blockchain depuis votre wallet pour y déposer de l'information et opérer des interactions.
Du coup, qui dit front-end Web 2, back-end Web 3, on va avoir un souci. Le souci, c'est qu'on a deux interfaces, deux technologies qui coexistent, qui s'entremêlent, et qui font qu'aujourd'hui, on a deux données qui vont être collectées. Une donnée côté Web 2, une donnée côté Web 3. Et demain, pour réconcilier ces données, on va devoir opérer d'une nouvelle manière, être en capacité de rattacher un wallet, et du coup un ID qui est anonyme aujourd'hui, à une identité, à un mail, à un ID public, côté Web 2. Ça veut dire demain, lors des analyses, de remettre en perspective des KPI et des interactions qu'on peut avoir côté Web 2, des visites, des clics, avec des interactions qu'on va retrouver côté Web 3 sur la blockchain, des transactions, des transferts. Tous ces sujets, pour les adresser, pour faire cette réconciliation et l'opérer, on va avoir besoin de nouvelles stacks, de nouveaux outils, de nouvelles stacks data hybrides pour unifier les données qui sont off-chain côté Web 2 et on-chain côté Web 3, qui sont côté front et côté back. Du coup, cette fragmentation des données qui arrive, elle amène avec elle deux autres problématiques. La première, c'est une fragmentation des identités. En tant qu'utilisateur aujourd'hui, quand je me connecte à une application Web3, la seule information que je transmets, c'est l'ID de mon wallet. Les applications Web3 ne requièrent pas plus d'informations personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon comportement sur une application in-app ne pourra pas être attaché à mon identité en tant qu'individu. À moins qu'en tant qu'individu, je fasse le choix volontaire de rattacher publiquement mon identité à mon wallet. Ça veut dire qu'en tant qu'individu, j'ai le contrôle sur la privacy et sur l'utilisation qui va être faite de mes données. Et donc en tant que marque, demain, il faudra me convaincre pour que j'accepte de partager ces données. Une autre problématique, c'est qu'un individu peut avoir plusieurs wallets. Plusieurs wallets sur une même blockchain, plusieurs wallets sur différentes blockchains. Du coup, cette multiplicité des wallets, elle amène avec elle une multiplicité des identités. Et demain, en tant que marque, si j'ai deux wallets qui interagissent avec mon application, je ne serai pas nécessairement capable de savoir que c'est un même utilisateur derrière qui les possède. La deuxième problématique, c'est une fragmentation des interfaces. Aujourd'hui, on a du coup ce front-end Web 2, ce back-end Web 3, deux technologies qui coexistent. Et pour pouvoir réconcilier la donnée, on va forcément être obligé à un moment de réconcilier aussi les technologies. Alors en tant que marque, on pourrait se dire, très bien, demain, si j'ai des applications Web 3, je vais uniquement collecter du coup la donnée qui est sur la blockchain. Et bien en fait non. Si on fait ça en tant que marque, on prend le risque de passer à côté d'énormément d'interactions qui aujourd'hui ne sont collectées que côté front, côté Web 2. Ça veut dire que les données Web 3 et les données Web 2, elles sont complémentaires et cette réconciliation elle est forcément obligatoire. La dernière problématique, c'est qu'on a plusieurs blockchains, potentiellement avec différents protocoles, avec différents modèles de données. Ce qui fait qu'un utilisateur peut aussi interagir et transmettre de l'information entre différentes blockchains, donc entre différents back-ends. Et du coup, on a aussi une frontière technologique pour pouvoir suivre les parcours utilisateurs et avoir une vision 360 entre ces différentes blockchains. En conclusion, demain, on a un souci d'harmonisation des standards entre les différentes blockchains et d'harmonisation de nouveaux process pour collecter cette donnée et pour pouvoir opérer cette réconciliation, tout en gardant en tête l'enjeu de privacy qui aujourd'hui est remise au cœur du sujet puisqu'elle fait partie de cette vision d'un Web 3, d'un Web libre, d'un Web décentralisé. Du coup, je vais passer la parole à Victor pour vous donner l'exemple de quelques cas d'usage concrets. Merci Alexandre. Donc effectivement, j'aimerais vous présenter quelques cas d'usage très concrets afin que vous puissiez voir de manière donc illustrée quelles sont les évolutions d'un point de vue expérience client dans le Web3. Et tout d'abord, est-ce que vous savez que dans le Web3, il est possible d'être propriétaire de produits et de biens digitaux ? Oui, et ben du coup c'est exactement ce que propose PMU et qui lance donc à très court terme son jeu Web3 qui matérialise donc dans le Web3 des chevaux de course réels, donc ce qu'on appelle tokenisés, c'est-à-dire que PMU a récupéré toutes les caractéristiques des chevaux, donc que ce soit la race, les performances, etc. Et même du coup les victoires et les défaites réelles pour justement les répercuter dans le Web3 afin que des joueurs puissent les acquérir et puissent justement vivre cette expérience de course de manière la plus fidèle possible. On a également l'exemple de Nike qui a lancé sa collection de NFT, donc des baskets, des vêtements, pour justement les proposer à ses clients dans le Web3 et qui peuvent être du coup matérialisés aussi dans le métavers. Et en termes de résultats, donc Nike a pu enregistrer des revenus qui dépassent les 185 millions de dollars, c'est assez conséquent. Et donc d'un point de vue avantage marque, c'est donc complètement une nouvelle source de revenus. Ça permet également d'atteindre de nouvelles cibles
comme le fait PMU, via de nouvelles expériences et de nouvelles fonctionnalités. Ça permet également, via la blockchain, de pouvoir, quand on a des NFT, donc des jetons en fait, sur la blockchain, de pouvoir tracer et certifier des biens. Donc c'est ce que fait LVMH pour lutter contre justement la contrefaçon. D'un point de vue utilisateur, les avantages vraiment notables sont le fait de pouvoir vraiment posséder des biens et des produits digitaux. Donc ça, on peut le voir dans le gaming, par exemple. Donc demain, vous pourrez acheter des assets sur des jeux vidéo, les sortir sur votre toilette, les mettre à disposition sur des plateformes pour les revendre ou pourquoi pas les louer. Et aussi les stocker de manière sécurisée. Donc il faut vraiment garder en tête que ces NFT représentent donc le certificat de propriété digitale de demain. Il y a également une émergence de nouveaux indicateurs lorsqu'on lance des projets NFT, que ce soit d'un point de vue acquisition, fidélisation, monétisation, qui vont tourner globalement autour des NFT et donc des wallets, c'est-à-dire via ma campagne ou mon projet, combien est-ce que j'ai pu générer de nouveaux wallets, combien est-ce que j'ai pu créer, comment est-ce que j'ai pu plutôt avoir des wallets actifs sur une durée donnée. Combien de temps du coup mes clients détiennent mes NFT sur une durée précise. Et du coup, il y a toute la partie également de coûts de production de NFT qu'on appelle mint. Autre cas d'usage structurant, on a donc la possibilité dans le Web3 d'interagir dans des mondes ouverts virtuels qu'on appelle donc des métavers, qui ont la notion assez forte de propriété. Et on a le cas de Louis Vuitton qui avait lancé donc son métavers pour ses clients et qui a pu générer plus de 2 millions de téléchargements. Donc c'est vraiment une initiative qui a pu embarquer énormément de clients et qui a pu du coup immerger les clients Louis Vuitton au sein d'un storytelling immersif. Donc d'un point de vue notoriété et branding, c'était vraiment, on va dire, un succès. D'un point de vue avantage marque, donc c'est clairement la possibilité dans le métavers de pouvoir travailler la fidélisation et la préférence de marque via un storytelling immersif, puisque vous maîtrisez le parcours de bout en bout. C'est également l'occasion de pouvoir répliquer des qualités d'une expérience offline, parce qu'on a des marques en fait, qui créent des boutiques dans les métavers, justement pour pouvoir recréer toute cette expérience-là. Et il faut vraiment garder en tête que donc, ce métavers-là, il faut le voir comme un canal supplémentaire dans le parcours client. D'un point de vue utilisateur, donc c'est vraiment l'idée de pouvoir bénéficier d'avantages clients, d'expériences, on va dire, spécifiques. Donc moi, demain, si je suis un client fidèle Louis Vuitton, j'accéderai pourquoi pas à des événements ou à des ventes privées dans le métavers Louis Vuitton, par exemple. Je pourrais pourquoi pas aussi essayer des produits et les acheter ensuite pour les recevoir à la fois en physique et avoir du coup la version dématérialisée. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir aller plus loin d'un point de vue expérience et pourquoi pas en tant que client être également gratifié de NFT, de cadeaux digitaux qu'on appelle airdrop. C'est la dernière. Il en reste 2. C'est la dernière. Donc je vais assez vite. Du coup, il reste un cas d'usage intéressant sur la partie monétisation plutôt de l'engagement média CRM. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Web3, il est possible de rémunérer des utilisateurs en fonction de leur engagement. On a par exemple Brave, une application Web3 qui est un navigateur comme Chrome ou Firefox qui rémunère et qui rétribue du coup les utilisateurs qui sont prêts à s'exposer à des publicités et qui ont le choix en fait des thématiques et des types d'annonces qu'ils reçoivent. Et dans le modèle économique de Brave, en fait, 70% des revenus publicitaires sont donc reversés aux utilisateurs. Donc c'est vraiment un modèle vertueux qui est un nouveau modèle économique qu'on n'a pas actuellement dans le Web 2. Une conclusion. Alors, en conclusion, j'espère en tout cas, on espère que vous avez appris des choses intéressantes via cette présentation. Et si vous souhaitez aller plus loin dans les discussions ou si vous souhaitez, pourquoi pas, identifier des opportunités pour votre marque dans le Web3, nous, on serait très heureux d'en discuter avec vous. Et on vous laisse nos coordonnées et on reste à votre dispo ensuite pour en discuter à l'extérieur si vous le souhaitez. Est-ce que, alors, déjà, je vais demander aux gens qui ne sont pas encore placés de vous mettre sur les sièges. Vous allez être, sinon, vous allez être pas confortable pendant cette matinée. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Eh bien, on va enchaîner avec Anna. Alors, merci, on peut les applaudir.